Un veuf solitaire acheta une jeune femme de 19 ans, mise aux enchères par son propre père. Mais elle n'était pas qu'une simple servante, c'était le fantôme vivant du passé qu'il avait tenté d'effacer. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Vous serez surprise par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, de romance, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Tous les jours, nous publions des vidéos comme celle-ci. Continuons. Les brumes du matin s'élevaient de la vallée comme des fantômes inquiets, enveloppant le domaine des rosiers d'un voile grisâtre qui ne semblait jamais se dissiper complètement. Nous étions en mai 1888, et l'air portait le poids des changements qui secouèrent la France comme des feuilles sèches dans le vent. Dans les villes, on parlait de réforme, de liberté, de temps nouveau. Mais là, dans ces terres hautes de Provence, le temps semblait suspendu dans une mélancolie éternelle, où le présent se dissolvait entre les ombres du passé. François-Auguste de Montclerc marchait dans les couloirs silencieux de sa demeure ancestrale, ses pas résonnants, sur le parquet de chêne qui jadis brillait sous les pieds de générations de seigneurs prospères. Maintenant, les planches gémissaient sous son poids comme des lamentations contenues. À 44 ans, François portait sur ses épaules non seulement le poids de sa lignée décadente, mais aussi une douleur qui était devenue partie intégrante de sa chair, de ses os, de chaque souffle qu'il prenait. Le manoir, autrefois majestueux, montrait les marques de l'abandon et de la ruine financière qui s'étaient abattues sur la famille après la mort de son épouse, Hélène, 3 ans auparavant. Les meubles couverts de draps blancs ressemblaient à des spectres silencieux, témoins, muets d'une grandeur qui s'était évanouie comme fumée. Les portraits des ancêtres, encadrés d'or qui avait perdu son éclat, l'observaient avec des yeux qui semblaient exiger une rédemption qu'il ne savait comment offrir. François s'arrêta devant le portrait d'Hélène, qui demeurait découvert au-dessus de la cheminée du salon principal. Son épouse souriait sur cette toile avec la même sérénité mélancolique qu'elle possédait de son vivant. Les cheveux châtains attachés en un chignon élégant, les yeux bleu-gris reflétant une sagesse qu'il n'avait comprise qu'après l'avoir perdue. Hélène était morte en couches, emportant avec elle l'enfant qui aurait été l'héritier des Montclerc. Elle avait aussi emporté l'âme de François, le laissant vivant seulement dans son corps, une coquille vide accomplissant les rituels d'une existence qui ne lui appartenait plus. Monsieur François, la voix grave de Baptiste, le dernier domestique, qui était resté au domaine, résonna derrière lui. L'homme noir aux cheveux grisonnants avait été serviteur de la famille depuis toujours et avait choisi de rester même après les réformes sociales, une liberté qui, en pratique, signifiait peu en temps de pénurie et d'incertitude. Monsieur Thibert est arrivé du village, il dit que c'est urgent. François soupira, l'air sortant de ses poumons comme le dernier souffle d'un moribond. Thibert était le comptable de la famille, un homme menu et nerveux qui apportait toujours de mauvaises nouvelles sur des dettes qui croissaient comme de la mauvaise herbe. François savait que la fin était proche. Dans quelques mois, les créanciers prendraient le domaine, et il ne serait qu'un ancien propriétaire terrien errant dans un pays en transformation. « Faites-le entrer, » dit François, redressant les épaules. Bien que son âme fût morte, sa posture gardait encore la dignité aristocratique qui avait été façonnée depuis l'enfance. Thibert entra dans le salon d'un pas pressé, les papiers tremblants dans ses mains moites. C'était un homme petit, avec de petites lunettes qui glissaient constamment sur son nez aquilin, et sa calvitie prématurée lui donnait un air de perpétuelle préoccupation. « Monsieur François, les nouvelles sont graves, » commença Thibert, ajustant ses lunettes. « Les intérêts de l'hypothèque du domaine sont échus et le baron de Valfleury n'accepte plus de prolongation. Nous avons jusqu'à la fin août où nous perdrons tout. » François compléta la phrase avec un calme qui le surprit lui-même. « Et a-t-il encore quelque chose que nous puissions vendre ? Il ne reste que les terres de la vallée, monsieur, mais même ainsi, ce ne sera pas suffisant. Et il y a autre chose. » Thibert hésita, regardant nerveusement autour de lui, comme si les murs pouvaient avoir des oreilles. « Il y a des rumeurs au village à propos d'une vente aux enchères. Jacques Berthaud, cet ancien contremaître qui travaillait pour feu le colonel Moreau, est en train de vendre sa fille. » François fronça les sourcils. Jacques Berthaud était un homme qu'il connaissait de vue, un individu que l'alcool et les dettes avaient transformé en l'ombre de lui-même. Vendre ? Oui.
Monsieur, la jeune fille, ils disent qu'elle est différente. Belle mais étrange. Fille d'une femme gitane. Jacques est désespéré. Il doit de l'argent à la moitié du monde et il a décidé de vendre sa propre fille comme du bétail. La voix de François porta un ton de dégoût qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Bien que son monde fût gouverné par des règles cruelles, il demeurait dans son âme des vestiges d'une humanité qu'Hélène avait cultivée en lui. La vente aux enchères a lieu cet après-midi, sur la place du village, continua Tibère. J'ai pensé que vous devriez savoir, au cas où quelqu'un connaîtrait la situation de la jeune fille. François acquiesça lentement. Il ne savait pas pourquoi cette information l'affectait tant, mais quelque chose en lui, une inquiétude qu'il ne pouvait nommer, le poussait à en savoir plus. Comment s'appelle cette jeune fille? Rosemary, monsieur. Rosemary Berthaud. Le nom résonna dans le salon comme une note musicale inattendue, éveillant quelque chose dans la poitrine de François qu'il pensait être mort pour toujours. Rose. Comme les fleurs qu'Hélène cultivait dans le jardin, qui poussaient maintenant, sauvagement parmi les mauvaises herbes. « Préparez le cheval, Baptiste, » dit soudainement François, surprenant tant le domestique que le comptable. « Je vais au village. » La chevauchée jusqu'au village prit un peu plus d'1 heure, mais pour François ce fut comme un voyage à travers un cauchemar. Les routes de terre étaient boueuses à cause des pluies récentes, et à chaque pas du cheval, il se demandait ce qui le menait jusque-là. Il n'avait pas d'argent pour des gestes de charité. Il n'avait pas de position sociale pour s'immiscer dans les affaires des autres. Mais quelque chose de plus fort que la raison le poussait en avant. Le village de Saint-Benoît était un groupement de maisons basses autour d'une église coloniale aux murs chaulés, où le temps semblait s'être arrêté des décennies auparavant. Les rues pavées racontaient des histoires de marchands et d'explorateurs, mais n'abritaient maintenant que ceux qui n'avaient pas les moyens de chercher fortune ailleurs. Sur la place centrale, un petit groupe d'hommes se réunissait autour d'une estrade improvisée en bois, leur voix formant un brouhaha qui s'intensifiait à mesure que l'après-midi avançait. François attacha son cheval à un poteau et marcha en direction de l'attroupement, sa présence immédiatement remarquée par les personnes présentes. Même en temps de ruine, le nom des Montclair imposait encore le respect, ou du moins la curiosité. Les hommes s'écartèrent légèrement, créant un espace respectueux autour de lui. C'est alors qu'il la vit. Rosemary se tenait debout, sur l'estrade, et la première chose que François remarqua furent ses yeux. Ils étaient brun foncé, presque noirs, mais possédaient une luminosité intérieure qui semblait défier la situation dégradante dans laquelle elle se trouvait. Ses longs cheveux ondulés, d'un châtain tirant vers le doré sous la lumière du soleil, tombaient librement sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats qui révélaient ses origines métissées. Sa peau claire olivâtre portait les marques du travail au soleil, mais sa posture était droite, altière, comme si c'était elle qui observait les hommes présents, et non l'inverse. Elle portait une robe simple en coton bleu décoloré, rapiécée par endroits, qui même ainsi ne parvenait pas à cacher la grâce de ses mouvements. Il y avait en elle une beauté sauvage, indomptée, qui contrastait complètement avec la soumission qu'on aurait attendue de quelqu'un dans sa situation. Ses yeux parcouraient la foule avec un mélange de mépris et de défi, comme si elle mesurait l'âme de chaque homme présent. Jacques Berthaud, à côté de l'estrade, était un homme maigre et voûté, le visage marqué par l'alcool et la honte. Ses vêtements sales et ses cheveux en désordre dénonçaient la décadence dans laquelle il vivait. Quand il ouvrit la bouche pour parler, sa voix sortit empâtée, chargée d'une culpabilité que même l'alcool ne parvenait plus à noyer. « Ma fille est travailleuse. Elle sait tenir une maison, sait cuisiner et coudre, » disait-il, évitant de regarder directement Rosemary. Elle est forte, en bonne santé et elle a bonne apparence. Les hommes présents faisaient des commentaires à voix basse, certains riant, d'autres évaluant Rosemary comme s'il s'agissait réellement d'un animal au marché. François sentit une vague de nausée monter dans son estomac, mais ne pouvait détacher ses yeux de la jeune fille. Il y avait quelque chose en elle qui l'hypnotisait, une familiarité troublante qu'il ne pouvait expliquer. « Combien pour commencer ?» cria un homme gros au chapeau sale que François reconnut comme le propriétaire d'une taverne dans la ville voisine. « 50 francs, répondit Jacques, la voix de plus en plus faible à chaque mot. Les offres commencèrent à monter lentement. 60, 70,
80 francs. François observait en silence, sentant quelque chose grandir en lui, un mélange de colère, de compassion et d'un sentiment qu'il n'osait nommer. Rosemary restait immobile, mais ses yeux continuaient à parcourir la foule jusqu'à se fixer sur les siens. L'impact fut comme la foudre. Un instant, François sentit comme si le temps s'arrêtait, comme si le monde entier se réduisait à ses yeux sombres, qui l'observaient avec une intensité troublante. Il y avait en eux quelque chose qui lui rappelait Hélène, non pas l'apparence, mais quelque chose de plus profond, une mélancolie altière, une tristesse digne que même l'humiliation ne parvenait pas à briser. « 100 francs, dit quelqu'un, et François réalisa avec surprise que c'était sa propre voix. Un silence s'abattit sur la place. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains surpris, d'autres spéculatifs. 100 francs était une somme considérable, plus que la majorité de ces hommes ne voyaient en une année entière. 100 francs est l'offre de Monsieur François, annonça Jacques, sa voix gagnant un peu plus de fermeté en réalisant qu'un homme de position était intéressé. Quelqu'un offre-t-il davantage? Rosemary continuait à observer François, et il eut l'étrange sensation qu'elle parvenait à voir à travers lui, comme si elle pouvait voir toutes les cicatrices qu'il portait dans l'âme. Ses lèvres se courbèrent en ce qui pourrait être une ébauche de sourire, mais il y avait quelque chose de provocateur, presque de défiant. « 110 » cria l'homme de la taverne, clairement irrité que son offre soit surpassée. « 150 » répliqua François immédiatement, sans hésiter. Il ne savait pas d'où venait cette détermination, quelle force le poussait à continuer, mais c'était comme si quelque chose hors de son contrôle avait pris possession de sa volonté. Nouveau silence. 150 francs était une fortune. Pour ces gens, l'homme de la taverne marmonna quelque chose et s'éloigna, abandonnant clairement la compétition. Les autres présents restèrent également silencieux. 150 francs, une fois, annonça Jacques, la voix tremblante. D'un mélange de soulagement et de remords, ce 2 fois, adjugé à Monsieur François de Montclair. Le son d'applaudissements épars résonna sur la place, mais François l'entendit à peine. Ses yeux restaient fixés sur Rosemary, qui descendait maintenant de l'estrade avec des mouvements gracieux, sans montrer aucune gratitude ni soulagement. Elle marcha directement vers lui, s'arrêtant à quelques pas de distance. « Monsieur », dit-elle, et sa voix était plus grave que François ne l'avait prévu, chargée d'une musicalité qui semblait faire écho à quelque chose d'ancestral. « Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. » Les mots tombèrent sur François comme des pierres froides. « Comment cela ?» Rosemary inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ma mère travaillait dans votre domaine il y a longtemps. Elle m'a raconté des histoires sur le domaine des rosiers, sur la famille Montclair. » François sentit un frisson parcourir son échine. Il ne se souvenait d'aucune femme gitane travaillant au domaine, mais dans les temps de prospérité, il y avait eu de nombreux employés, et il ne les connaissait pas, tous personnellement. « Comment s'appelait votre mère ?»« Esmeralda » répondit Rosemary, et pour la première fois, sa voix porta une note de douleur. « Elle est morte quand j'avais 15 ans. D'épuisement, disait-il, mais je sais que c'était de tristesse. » Jacques Berthaud s'approcha, comptant nerveusement les billets que François lui avait remis. « La petite est à vous maintenant, monsieur François. Elle est une bonne fille. Elle ne vous causera pas de problème. » François regarda l'homme avec un dégoût à peine dissimulé. « Retirez-vous, Jacques. Et si j'étais vous, je quitterais le village pour quelque temps. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécieront pas ce que vous avez fait aujourd'hui. » Jacques pâlit, rangea rapidement l'argent et s'éloigna presque en courant, laissant François seul avec Rosemary au milieu de la place qui commençait à se vider. « Je ne suis la propriété de personne, » dit soudainement Rosemary, sa voix basse mais ferme. « Si vous m'avez acheté par pitié, gardez votre charité. Si c'était pour d'autres raisons... » Elle laissa la phrase en suspens, mais ses yeux brillèrent d'une menace voilée. François se sentit désarmé par son audace. De toute sa vie, aucune femme ne lui avait parlé de cette façon, avec un tel manque de révérence. Et pourtant, au lieu de l'irritation, il ressentit une étrange fascination. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison, » dit-il finalement, surpris par son propre mensonge. « C'est un travail honnête, avec un salaire juste. » Rosemary l'observa un long moment, comme si elle pesait ses paroles.
Et que dira votre famille de vous voir ramener une bâtarde gitane chez vous? Je n'ai pas de famille, répondit François, les mots sortant plus amers qu'il ne l'avait voulu, seulement des fantômes. Quelque chose changea dans l'expression de Rosemary. Un instant, son masque de défi se défaisait, révélant une vulnérabilité qu'elle cacha rapidement à nouveau. Alors nous sommes deux, monsieur François, deux orphelins des vivants. La phrase résonna dans la poitrine de François avec une vérité douloureuse. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'endroit où son cheval était attaché et il l'aida à monter en croupe, sentant pour la première fois depuis des années la chaleur d'un autre corps humain proche du sien. Rosemary se tint à sa taille pendant le trajet de retour au domaine, et François essaya d'ignorer la façon dont sa présence semblait éveiller des sensations qu'il croyait mortes avec Hélène. Le domaine des rosiers se dressa devant eux, comme une apparition sombre contre le ciel qui commençait à s'assombrir. Rosemary observa le manoir en silence, ses yeux parcourant chaque détail de l'architecture, depuis les hautes fenêtres avec leurs volets de bois jusqu'au blason de la famille, sculpté au-dessus de la porte principale. « C'est exactement comme ma mère l'a décrit », murmura-t-elle, et il y avait dans sa voix quelque chose que François ne parvint pas à identifier. Nostalgie, amertume ou quelque chose de plus complexe. Baptiste apparut sur la véranda, les yeux écarquillés de surprise, en voyant François revenir accompagné. François descendit de cheval et aida Rosemary à descendre, remarquant comme elle se mouvait avec une grâce naturelle qui contrastait avec son origine humble. « Baptiste, voici Rosemary. Elle va travailler dans la maison, » dit François, sa voix formelle reprenant le ton du maître des lieux. « Préparez la chambre de l'aile est pour elle. »« Oui, monsieur, » répondit Baptiste, bien que son regard curieux restât fixé sur Rosemary. « Mademoiselle dînera à la cuisine ou... » « Dans le salon principal, » interrompit Rosemary, surprenant à nouveau François par son audace. « Si je dois travailler dans cette maison, je veux la connaître tout entière, chaque pièce, chaque histoire. » François l'observa, partagé, entre l'irritation et quelque chose qui pouvait être de l'admiration. « Très bien, » dit-il finalement. Baptiste servait le dîner au salon, pour deux. Tandis que Baptiste s'éloignait pour tout préparer, François conduisit Rosemary à travers la porte principale, observant sa réaction à l'intérieur du manoir. Elle marchait lentement, ses yeux absorbant chaque détail, les meubles, couverts, les portraits au mur, le lustre de cristal couvert de poussière. Quand ils arrivèrent au salon principal, elle s'arrêta devant le portrait d'Hélène. « Votre épouse, » dit Rosemary, et ce n'était pas une question. « Oui. » Rosemary observa le tableau un long moment. Elle était belle et triste. Pourquoi? Dites-vous cela? Ses yeux. Rosemary se tourna pour le regarder en face. Ils sont comme les vôtres, comme s'ils avaient trop vu. François sentit un nœud se former dans sa gorge. Hélène est morte il y a 3 ans, en couche. Et vous êtes mort avec elle. Les mots de Rosemary furent comme un coup de poing dans l'estomac. François la regarda fixement, cherchant des signes d'impertinence ou de provocation, mais ne trouvant qu'une compréhension douloureuse dans ses yeux sombres. Le dîner fut servi dans un silence tendu. Rosemary mangeait avec une élégance surprenante pour quelqu'un de son origine, utilisant les couverts avec adresse et maintenant une posture droite. François l'observait discrètement, intrigué par toutes les contradictions qu'elle représentait. « Où avez-vous appris à vous comporter ainsi ?» demanda-t-il finalement. « Ma mère me l'a enseigné, » répondit Rosemary, ne levant pas les yeux de son assiette. Elle disait qu'une femme doit toujours garder sa dignité, quelles que soient les circumstances. Votre mère semble avoir été une femme sage. Elle l'était. Rosemary le regarda enfin. Et elle était aussi belle, très belle, suffisamment pour attirer l'attention d'hommes puissants. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire ces mots qui mit François mal à l'aise. Un sous-texte qu'il ne parvenait pas à déchiffrer mais qui semblait porter des accusations non verbalisées. Après le dîner, François se retira dans sa bibliothèque, son refuge habituel, où il passait les soirées à lire à la lueur des bougies, tentant d'échapper aux fantômes qui peuplèrent le reste de la maison. Mais cette nuit-là, la concentration l'abandonna. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le livre, et ses pensées revenaient constamment à Rosemary, ses yeux provocateurs, sa voix grave, la façon dont elle semblait connaître des secrets sur sa propre maison.
Il était presque 11 heures quand il entendit des pas dans le couloir. François se leva et entr'ouvrit la porte de la bibliothèque, espionnant à travers la fente. Rosemary marchait dans le couloir comme si elle connaissait déjà chaque planche du parquet, ses pieds nus ne faisant aucun bruit. Elle ne portait qu'une chemise de nuit blanche que François reconnut. Elle avait appartenu à Hélène. Une vague de choc et de colère le traversa. Comment osait-elle porter les vêtements de son épouse morte? Mais avant qu'il puisse la confronter, Rosemary s'arrêta devant une porte au fond du couloir, la porte de la chambre qui avait été celle d'Hélène et que François gardait fermée à clé depuis sa mort. À son grand étonnement, Rosemary sortit une clé de la poche de la chemise de nuit et ouvrit la porte disparaissant à l'intérieur de la chambre. François resta immobile quelques secondes, traitant l'impossible qu'il venait de voir. Comment avait-elle cette clé? Il était le seul à avoir accès à cette chambre. Poussé par un mélange de colère et de curiosité, François marcha silencieusement dans le couloir et s'approcha de la porte entrebâillée. À travers la fente, il put voir Rosemary debout devant l'ancien miroir d'Hélène, brossant ses longs cheveux châtains. La lumière de la lune qui entrait par la fenêtre la baignait d'un éclat argenté, et pendant un moment, François eut l'impression de voir un fantôme. Rosemary fredonnait doucement une mélodie qui fit glacer le sang de François. C'était la même chanson qu'Hélène avait l'habitude de chanter avant de dormir, une vieille berceuse qu'elle disait avoir apprise de sa grand-mère. Mais comment Rosemary la connaissait-elle? Comme si elle sentait sa présence, Rosemary se tourna vers la porte, ses yeux rencontrant les siens à travers la fente. Au lieu de surprise ou de gêne, il y avait sur son visage quelque chose qui pouvait être du triomphe. « Bonne nuit, monsieur François », dit-elle doucement et ferma la porte. François resta là plusieurs minutes, le cœur battant à contretemps. Quand il retourna finalement à la bibliothèque, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la bougie. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, il ressentait autre chose que la douleur et le vide. Il ressentait la peur. Peur de Rosemary, peur de ce qu'elle savait, peur de ce qu'elle pouvait éveiller en lui. Mais sous la peur grandissait quelque chose de plus troublant encore, le désir. Un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans, qu'il croyait mort à jamais. Rosemary était arrivée au domaine des Rosiers comme une tempête, apportant avec elle des secrets et une sensualité dangereuse qui menaçaient de détruire les murs soigneusement érigés autour du cœur de François. Tandis que la nuit avançait, François resta éveillé, écoutant les sons de la vieille maison qui gémissait et soupirait comme un être vivant. Quelque part entre les murs de pierre et de bois, Rosemary dormait dans la chambre qui avait été celle de son épouse, portant les vêtements d'Hélène, chantant ses chansons. Et François savait, avec une certitude qui le hantait, que sa vie venait de changer à jamais. Le premier jour de Rosemary au domaine des Rosiers s'était achevé, mais François pressentait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'il ne pouvait imaginer. Dans les ombres de la maison centenaire, des secrets commençaient à bouger, et le fantôme du passé semblait murmurer des promesses et des menaces que seul le temps révélerait. Les premiers rayons du soleil du matin suivant pénétrèrent à travers les hautes fenêtres du domaine des Rosiers comme des doigts dorés, mais ne parvinrent pas à dissiper l'atmosphère sombre qui planait sur la maison. François s'éveilla dans la bibliothèque où il avait passé la nuit penché sur son bureau, entouré de livres de comptabilité qui ne faisaient que confirmer sa ruine imminente. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable et ses yeux brûlèrent de fatigue, mais ce n'était pas l'inconfort physique qui l'avait tenu éveillé. C'était la présence troublante de Rosemary dans sa maison, portant les vêtements d'Hélène, chantant ses chansons comme si elle-même était la maîtresse de ces lieux. Le bruit de pas légers à l'étage supérieur lui fit lever la tête. Rosemary était déjà réveillée, se déplaçant dans la maison, avec une familiarité qui l'inquiétait profondément. François se leva, ajusta ses vêtements froissés et marcha vers le salon principal, où il trouva Baptiste en train de dresser la table du petit déjeuner avec une expression préoccupée. « Bonjour Baptiste », dit François, essayant de paraître un naturel malgré le tourbillon de pensées qui l'assaillait. « Bonjour, monsieur François », répondit le domestique, hésitant avant de continuer. « Mademoiselle Rosemary, elle est dans le jardin de madame Hélène, depuis l'aube. » François.
sentit un serrement dans sa poitrine. Le jardin d'Hélène était un autre lieu sacré de la maison, où son épouse avait l'habitude de passer les matinées à s'occuper de ses roses et à lire à l'ombre du vieux tilleul. Depuis sa mort, François ne pouvait même pas regarder dans cette direction sans ressentir une douleur lancinante. Que fait-elle là-bas? Elle s'occupe des plantes, monsieur, comme si elle l'avait toujours fait. François marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Rosemary était agenouillée entre les parterres, ses mains délicates travaillant la terre avec des mouvements précis et attentionnés. Elle portait une robe simple en coton bleu clair, une autre qui avait appartenu à Hélène, et ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche qui laissait quelques mèches encadrer son visage. La lumière matinale la baignait comme dans un tableau. Et pendant un moment effrayant, François eut l'impression de voir Hélène ressusciter. Mais quand Rosemary leva son visage dans sa direction, comme si elle sentait son regard, l'illusion se dissipa. Ses yeux sombres étaient différents des yeux bleus d'Hélène, chargés d'une intensité sauvage que son épouse n'avait jamais eue. Rosemary sourit, un sourire énigmatique qui semblait garder des secrets, et lui fit signe à travers la fenêtre. François s'éloigna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il devait découvrir la vérité sur cette femme avant qu'elle ne le rende complètement fou. « Baptiste », appela-t-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu, « j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez sur les femmes qui ont travaillé ici ces 20 dernières années, spécialement sur une nommée Esmeralda. » Le visage de Baptiste se ferma, et François perçut un éclair de malaise dans ses yeux. « Monsieur François, c'était il y a bien longtemps. » Baptiste. La voix de François porta toute l'autorité de sa lignée. « Vous me servez depuis 30 ans. Vous avez toujours été loyal envers ma famille. J'ai besoin que vous continuiez à l'être maintenant. » Le domestique soupira profondément, regardant nerveusement en direction du jardin. « La jeune Esmeralda, elle a bien travaillé ici, monsieur. Il y a une 20aine d'années. Elle était très belle, la plus belle que j'ai jamais vue. Elle venait d'une tribu gitane éloignée, parlait bien le français, savait un peu lire. Madame Hélène l'aimait beaucoup. Et que lui est-il arrivé ?» Baptiste hésita à nouveau, ses mains entrelacées montrant son agitation. « Elle est tombée enceinte, monsieur, et a dû partir. » « Enceinte de qui ?» Le silence qui suivit fut éloquent. Baptiste évitait le regard de François, se concentrant intensément sur l'arrangement des couverts qui étaient déjà parfaitement alignés. « Baptiste, répondez-moi. De qui Esmeralda était-elle enceinte ?»« Monsieur François, certaines affaires du passé sont mieux laissées enterrer. »« De qui ?» La voix de François résonna dans le salon avec une force qui fit reculer Baptiste. « De monsieur Antoine, monsieur, votre frère cadet. » La révélation tomba sur François comme la foudre. Antoine, son jeune frère, mort il y a 15 ans dans un accident de cheval, avait toujours été le rebelle de la famille. Beau, charmant et irresponsable, il était connu pour ses aventures avec des femmes de toutes les classes sociales. Mais jamais, même dans ses pires craintes, François n'avait imaginé qu'il se fût impliqué avec une employée de la maison. Hélène le savait ? Madame Hélène ? Elle l'a découvert, monsieur. C'est elle qui a demandé à Esmeralda de partir. Avec discrétion, sans scandale. Elle lui a donné de l'argent, des vêtements, tout ce dont elle avait besoin. Mais la jeune fille était très amoureuse de monsieur Antoine. Elle a supplié de rester, a dit qu'il avait promis de l'épouser. Madame Hélène a dû être ferme. François sentit une vague de nausée. Il imagina la scène, Hélène, toujours si gentille et compatissante, forcée d'expulser une femme enceinte pour protéger la réputation de la famille. Antoine, comme toujours, fuyant les conséquences de ses actes. Et l'enfant ? Il est né quelques mois plus tard, monsieur. Une fille, nous l'avons su parce qu'Esmeralda avait encore des amis au village. Rosemary. Oui, monsieur. François se laissa tomber sur une chaise, la tête tournant avec les implications de cette révélation. Rosemary n'était pas seulement une étrangère qu'il avait achetée lors d'une vente aux enchères dégradantes, elle était sa nièce, la fille illégitime de son frère mort. Elle portait le sang des Montclair dans ses veines, même si elle n'avait pas droit au nom. Pourquoi ne m'avez-vous jamais raconté cela? Vous n'avez jamais demandé, monsieur François, et madame Hélène m'avait demandé de ne jamais parler de ce sujet.
Elle disait que c'était mieux ainsi. François comprit. Hélène, dans sa sagesse, avait tenté de protéger tous les concernés, la famille, Esmeralda, et surtout l'enfant innocent qui paierait pour les péchés des adultes. Mais maintenant, cet enfant était là, adulte, portant les vêtements d'Hélène, connaissant des secrets qu'elle ne devrait pas connaître, éveillant en lui des sentiments qu'il ne devrait pas ressentir. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Rosemary entra dans le salon, apportant avec elle le parfum des fleurs et un panier plein de roses fraîchement coupées. Sa présence sembla remplir tout l'espace, apportant de la vie dans l'atmosphère morte de la maison. « Bonjour, monsieur François », dit-elle, sa voix portant une musicalité matinale. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais les roses demandaient à être cueillies. Elles m'ont appelé. » François l'observa placer les fleurs dans un vase de cristal qui se trouvait sur la table centrale. Ses mouvements étaient gracieux et assurés, comme si elle avait fait cela 1000 fois. Comme si c'était sa maison, son jardin, sa vie. « Comment avez-vous appris à vous occuper des jardins ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix désinvolte. « Ma mère me l'a enseigné », répondit Rosemary, arrangeant les fleurs avec délicatesse. Elle disait que les plantes nous parlent, que chacune a sa propre chanson. Il suffit d'apprendre à écouter. « Et que vous disent les roses ?» Rosemary arrêta ce qu'elle faisait et le regarda directement. Ses yeux sombres semblaient voir, à travers lui, lire des pensées qu'il ne savait pas qu'il possédait. Elles me disent qu'elles ont été négligées pendant longtemps, qu'elles ont soif de soins, d'attention, d'amour. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Comme tout le reste dans cette maison, la tension dans l'air devint presque palpable. François sentit comme si Rosemary parlait de bien plus que des fleurs, comme si ses paroles portaient un sous-texte dangereux qui le faisait trembler intérieurement. « Baptiste, vous pouvez vous retirer, dit François, sans détourner les yeux de Rosemary. Nous voulons prendre le petit déjeuner seul. » Le domestique hésita un moment, clairement mal à l'aise avec la tension qui planait entre eux, mais obéit et se retira discrètement. Quand ils furent seuls, le silence s'étendit entre eux comme une corde tendue, prête à se rompre. Rosemary continua à arranger les fleurs, mais François pouvait sentir sa conscience de chacun de ses mouvements, de chaque respiration. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» dit finalement François. « Je savais quoi ?» Rosemary ne leva pas les yeux des fleurs, mais ses doigts tremblèrent légèrement. « Qui vous êtes réellement? Pourquoi vous êtes ici ?» Maintenant, Rosemary le regarda, et François vit dans ses yeux un mélange de défi et de vulnérabilité qui le désarma complètement. « J'ai toujours su, monsieur François. Ma mère m'a tout raconté avant de mourir. Sur cet endroit, sur votre famille, sur mon père. Antoine. Antoine. » Le nom sortit des lèvres de Rosemary chargé d'amertume. « L'homme qui a promis le monde à ma mère et l'a ensuite abandonnée comme si elle était un déchet. » François sentit le poids de la culpabilité de sa famille descendre sur ses épaules. « Rosemary, je... » « Ne dites pas que vous ne saviez... »« Pas, » l'interrompit-elle, sa voix gagnant une dureté qu'il n'avait pas perçue auparavant. « Peut-être ne connaissiez-vous pas les détails, mais vous saviez que votre frère était un séducteur sans scrupules. Tout le monde le savait. »« Vous avez raison, » admit François, l'honnêteté des paroles de Rosemary coupant comme une lame. Antoine a toujours été irresponsable, mais cela ne justifie pas. Cela ne justifie rien, convint Rosemary, s'approchant de lui à pas lents et délibérés. Mais cela ne change pas non plus qui je suis. Cela ne change pas le fait que j'ai du sang Montclair qui coule dans mes veines, même si je ne peux jamais porter ce nom. François l'observa s'approcher, hypnotisé par l'intensité de sa présence. Rosemary s'arrêta à quelques centimètres de lui, si près qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps, le parfum des roses dans ses cheveux. « Est-ce pour cela que vous êtes ici ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Pour vous venger ?» Rosemary inclina la tête, l'étudiant comme s'il était un puzzle complexe. « Au début, peut-être. Quand Jacques a décidé de me vendre comme du bétail, j'ai pensé que le destin me donnait une opportunité de connaître la famille qui m'avait rejeté. Avant même ma naissance. Et maintenant ?» Maintenant, Rosemary tendit la main et toucha délicatement le visage de François, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Le contact fut comme du feu, éveillant des sensations qu'il croyait mortes à jamais. Maintenant, je vois un homme aussi blessé que moi,
Un homme qui vit parmi les fantômes parce qu'il n'arrive pas à accepter qu'il est encore vivant. François ferma les yeux, se perdant dans la sensation du toucher de Rosemary. C'était la première fois en 3 ans qu'une autre personne le touchait avec tendresse et l'expérience était si intense qu'elle faisait presque mal. « Rosemary », murmura-t-il, sans savoir si c'était une demande ou un avertissement. « Vous l'aimez toujours », dit Rosemary, sa voix douce mais chargée d'une vérité implacable. « Hélène, votre épouse morte. J'aimerais toujours Hélène. » « Je sais. » Rosemary retira sa main de son visage, mais resta proche. Mais il y a une différence entre aimer un souvenir et s'enterrer vivant avec lui. François ouvrit les yeux et la trouva l'observant avec une expression qui mêlait compréhension et quelque chose de plus profond. Une passion contenue qui faisait briller ses yeux sombres comme des braises. « Vous ne me connaissez pas assez pour faire ce jugement. »« Non ?» Rosemary sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. « Alors laissez-moi mieux vous connaître. » Avant que François puisse répondre, Rosemary s'éloigna et marcha vers la bibliothèque qui occupait tout un mur du salon. Ses doigts parcoururent les dos des volumes comme s'ils étaient des touches de piano, s'arrêtant finalement sur un livre spécifique. « Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo », dit-elle, retirant le volume de l'étagère. « Ma mère me lisait cette histoire. L'histoire d'Esmeralda, la gitane qui se fait aimer et détruire par les hommes puissants. » François l'observa feuilleter le livre, remarquant comme ses mains traitèrent les objets de la maison avec familiarité et affection. « Vous lisez bien, observa-t-il. Ma mère me l'a enseigné. Elle disait qu'une femme sans éducation était une femme sans pouvoir. » Rosemary leva les yeux vers lui. « Hélène pensait de même, n'est-ce pas? Comment vous... » « Je sais beaucoup de choses sur Hélène, monsieur François. Ma mère l'admirait. Beaucoup. Elle disait qu'elle était la seule femme de la haute société qui la traitait comme un être humain et non comme un objet. » François sentit une vague de fierté mêlée de douleur. Hélène avait réellement été une femme exceptionnelle, en avance sur son temps à bien des égards. « Parlez-moi d'elle, » demanda Rosemary, retournant au vase de roses et les arrangeant avec soin. « D'Hélène, comment vous êtes-vous rencontrés? » La question prit François au dépourvu. Depuis 3 ans, personne ne prononçait le nom d'Hélène en sa présence. Lui-même évitait de parler d'elle, comme si les mots pouvaient profaner sa mémoire. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Rosemary avait demandé, non par curiosité morbide, mais par un intérêt sincère, qui lui donna envie de répondre. « C'était lors d'un bal à Paris, » commença François, sa voix prenant une qualité distante comme s'il racontait un rêve. « J'avais 25 ans, elle en avait 22. Elle dansait avec un autre homme, riant de quelque chose qu'il avait dit, et quand elle m'a vu, nos regards se sont croisés à travers la salle. Et vous avez su, » compléta Rosemary doucement. « J'ai su. » François s'approcha de la fenêtre, se perdant dans les souvenirs. C'était comme si je la connaissais depuis toujours, comme si j'attendais simplement de la retrouver. Et elle, a-t-elle ressenti la même chose? Hélène était prudente, trop intelligente pour se laisser emporter uniquement par la passion. Je l'ai courtisée pendant 2 ans avant qu'elle accepte de m'épouser. Rosemary s'approcha de lui, s'arrêtant à ses côtés devant la fenêtre. « Vous avez été heureux? »« Extrêmement heureux, » répondit François. Et pour la première fois en 3 ans, parler d'Hélène n'apportait pas seulement de la douleur, mais aussi une douce mélancolie. 15 ans de mariage qui semblèrent à la fois une éternité et un instant. Et quand elle est morte, je suis mort avec elle. Rosemary l'observa en silence pendant un long moment. « Non, dit-elle finalement, vous avez choisi de mourir. Il y a une différence. » L'affirmation fut comme une gifle, brusque et inattendue. François se tourna pour lui faire face, prêt à la réprimander pour son audace, mais trouva dans ses yeux non pas un jugement, mais de la compréhension. « Hélène n'aurait pas voulu cela pour vous, » continua Rosemary. « Une femme qui aimait les jardins, qui traitait les domestiques comme des êtres humains, qui prenait soin d'une maison avec tant d'amour. Elle n'aurait pas voulu que vous transformiez tout cela en un mausolée. Vous n'avez pas le droit de... » « Si, j'en ai le droit. » Rosemary se tourna complètement vers lui, ses yeux brillant d'une intensité féroce. « J'ai le droit de quelqu'un qui a été abandonné, rejeté, vendu comme du bétail. J'ai le droit de quelqu'un qui a survécu alors qu'il aurait été bien plus facile d'abandonner. »
François sentit comme si elle lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. La force et la dignité de Rosemary contrastaient brutalement avec sa propre faiblesse, son choix de s'enterrer vivant plutôt que d'affronter la douleur. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il, sa voix sortant plus vulnérable qu'il ne l'avait voulu. « Parce que je vous reconnais » répondit Rosemary, s'approchant. À nouveau, je reconnais la douleur, le vide, la sensation qu'il n'y a rien au-delà de la souffrance. Mais je reconnais aussi autre chose. Quoi? La vie. Il y a encore de la vie en vous, François. Une vie qui lutte pour sortir, qui étouffe sous le poids du deuil. La façon dont elle prononça son nom, sans le titre formel, juste François, envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. C'était intime, dangereux, chargé d'une promesse qu'il ne savait pas s'il avait le courage d'accepter. « Rosemary, laissez-moi vous aider à revenir à la vie, » murmura-t-elle, tendant la main dans sa direction. « Laissez-moi prendre soin de cette maison, de ces fleurs, de cette vie qui meurt de négligence. » François regarda la main tendue, comme si c'était un serpent venimeux. Accepter signifierait s'ouvrir à nouveau à la possibilité de douleur, de perte, de changement. Signifierait trahir la mémoire d'Hélène, admettre que la vie continuait même après sa mort. Mais cela signifierait aussi recommencer à sentir, à vivre, à être humain, au lieu d'un fantôme errant dans les couloirs de sa propre existence. Lentement, en tremblant, François tendit la main et toucha celle de Rosemary. Le contact fut électrique, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. Rosemary sourit, un sourire authentique, sans mystère ni provocation, juste la joie pure d'avoir été acceptée. « Commençons par la bibliothèque, » dit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. « C'est là que vous vous cachez, n'est-ce pas, parmi les livres et les ombres. » François acquiesça, incapable de parler. Rosemary le conduisit à travers la maison, comme si c'était elle l'hôtesse et lui l'invité. Dans la bibliothèque, elle lâcha sa main et commença à examiner les étagères, les meubles couverts, les piles de papier sur le bureau. « Cette pièce a du potentiel, » dit-elle, marchant jusqu'à l'une des fenêtres et ouvrant les lourds rideaux de velours. La lumière du soleil envahit la pièce, révélant la poussière qui dansait dans l'air et l'état d'abandon dans lequel tout se trouvait. « Rosemary, je ne sais pas si... » Chut. Elle s'approcha de lui et posa un doigt sur ses lèvres. Le toucher était doux, mais François sentit comme s'il avait été marqué au fer. « Faites-moi confiance. » Et pour la première fois en 3 ans, François se permit de faire confiance. Il observa Rosemary commencer à enlever les draps des meubles, révéler des fauteuils en cuir qui avaient besoin de soins, des étagères qui devaient être nettoyées, une cheminée qui devait être allumée. Chacun de ces mouvements semblait ramener la vie dans la pièce comme si elle était une sorcière invoquant l'âme perdue de la maison. « Pourquoi faites-vous cela pour moi » demanda François, sincèrement curieux. Rosemary arrêta ce qu'elle faisait et le regarda avec une honnêteté qui le désarma complètement. « Parce que quand vous m'avez acheté lors de cette vente aux enchères dégradante, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a regardé comme si je valais quelque chose. Je ne sais pas si c'était par pitié, par désir ou simplement par impulsion, mais vous m'avez sorti de cet endroit et vous m'avez ramené à la maison. » « À la maison ?»« Oui, François, à la maison. » Rosemary s'approcha de lui à nouveau, et cette fois il n'y avait pas d'hésitation dans ses mouvements. « Cet endroit a toujours été ma maison, même si je n'y ai jamais vécu. Ma mère portait cette maison dans son cœur, et elle me l'a transmise à travers ses histoires. » François sentit quelque chose se briser en lui, un mur soigneusement construit qui commençait à s'effondrer sous le poids de l'honnêteté de Rosemary. « Et maintenant que je suis ici, » continua-t-elle, « je vois que vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappelle que vous êtes encore vivant. Et j'ai besoin de quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai été forcé d'être. » L'après-midi avança avec eux, travaillant côte à côte dans la bibliothèque. Rosemary fredonnait doucement en nettoyant, et François l'observait avec une fascination croissante. Il y avait une grâce naturelle dans tous ses mouvements, une détermination qui parlait d'une force intérieure que les circonstances n'avaient pas réussi à briser. Quand le soleil commença à se coucher, la bibliothèque avait été transformée. Les meubles étaient découverts et propres, les fenêtres ouvertes laissaient entrer l'air frais et une pile de livres attendait d'être réorganisée sur les étagères.
« Demain, nous pourrons travailler dans le jardin, » dit Rosemary, secouant la poussière de ses mains. « Les roses ont besoin d'être taillées, et il y a une partie qui pourrait être replantée. » « Rosemary ?» François hésita, ne sachant pas comment exprimer le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. « Merci. » Elle sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, François vit en elle non pas la femme mystérieuse et provocante qui le défiait, mais une jeune femme qui, comme lui, avait subi des pertes et tentait de reconstruire sa vie à partir des décombres. « Merci à vous, François, de m'avoir donné une chance. » Ils dînèrent ensemble à nouveau, mais cette fois l'atmosphère était différente. La tension était toujours présente, mais il y avait aussi autre chose, une camaraderie naissante, une compréhension mutuelle, de deux âmes blessées qui avaient retrouvé consolation l'une dans l'autre. Quand Rosemary se retira dans sa chambre, la chambre d'Hélène, François ne pouvait l'oublier, il resta dans la bibliothèque réorganisé, se sentant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, il parvint à lire quelques pages sans que les mots ne se transforment en taches de souffrance. Mais alors qu'il se préparait à dormir, il entendit à nouveau le bruit de pas dans le couloir. Cette fois, il n'hésita pas à les suivre. Il trouva Rosemary sur la véranda arrière, contemplant le jardin sous la lumière de la lune. Elle portait la même chemise de nuit blanche que la veille, et ses cheveux dénoués brillaient comme de l'argent liquide. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda François, s'approchant d'elle. « Je dors peu, » répondit Rosemary sans se retourner. « Depuis l'enfance, ma mère disait que j'avais hérité cela de mes ancêtres gitans, la capacité de veiller pendant que les autres dorment. » François se plaça à côté d'elle, respirant l'air nocturne parfumé par les fleurs. « De quoi me protégez-vous, Rosemary ?» Elle le regarda enfin, et à la lumière de la lune, ses yeux semblaient encore plus profonds et mystérieux. « De vous-même, » dit-elle simplement, « et peut-être de moi. » La confession plana entre eux comme un aveu de danger et de promesse. François sentit le désir grandir dans sa poitrine. Pas seulement un désir physique, mais un profond désir de connexion, de vie, de tout ce que Rosemary représentait. Rosemary, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres à nouveau. Pas encore, François. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Sur moi, sur cette maison, sur ce qui s'est réellement passé dans le passé. Qu'y a-t-il d'autre à comprendre? Rosemary sourit, mais il y avait quelque chose de triste dans ce sourire. Plus que vous ne pouvez imaginer. Les secrets enterrés ont une façon de refaire surface, surtout dans les vieilles maisons comme celle-ci. Elle s'éloigna de la véranda, laissant François seul avec ses pensées et avec le parfum de rose qui semblait imprégné tout autour de lui. Alors qu'il la regardait disparaître dans l'obscurité de la maison, François sut que sa vie changeait de façon irréversible. Rosemary n'était pas simplement une femme qu'il avait achetée dans une vente aux enchères, elle était une force de la nature, un ouragan qui balayait les décombres de son existence morte. Et pour la première fois en 3 ans, François ne savait pas s'il voulait résister à cette tempête ou se laisser emporter par elle, peu importe où elle le mènerait. Les jours qui suivirent la révélation sur la véritable identité de Rosemary s'écoulèrent dans une atmosphère de tension croissante, comme si le domaine des rosiers lui-même s'éveillait d'un sommeil profond et troublant. François se trouvait partagé entre la culpabilité qu'il ressentait à désirer la fille illégitime de son frère et l'attraction inévitable que Rosemary exerçait sur lui, une force magnétique qui semblait croître à chaque regard, échangé, à chaque contact accidentel, à chaque mot chargé de double sens qu'elle prononçait avec cette voix grave et mélodieuse. Rosemary, quant à elle, se déplaçait dans la maison avec une assurance croissante, comme si chaque jour qui passait la rapprochait davantage d'un objectif secret que François ne parvenait pas à déchiffrer. Elle avait transformé non seulement les espaces physiques de la maison, mais aussi l'atmosphère même du lieu. Les fenêtres restaient ouvertes, laissant entrer lumière et air frais. Les fleurs dont elle s'occupait dans le jardin semblaient plus vibrantes, plus vivantes. Et pour la première fois en 3 ans, François pouvait entendre d'autres sons que le silence sépulcral qui avait dominé la propriété. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, la musique que Rosemary fredonnait en travaillant. Mais il y avait aussi d'autres sons, des bruits étranges qui résonnaient dans les couloirs pendant la nuit, des pas qui ne pouvaient être expliqués, des portes qui s'ouvraient toutes seules,
Et toujours, toujours, la sensation que des yeux invisibles les observaient depuis les ombres. Au matin du 5e jour après l'arrivée de Rosemary, François se réveilla au son de voix venant du jardin. Il s'approcha de la fenêtre et vit Rosemary en conversation avec une femme âgée qu'il ne reconnut pas. L'étrangère portait des vêtements sombres et tenait un panier d'herbes. Ses cheveux gris étaient couverts d'un foulard, et même à distance, François put percevoir qu'elle gesticulait avec animation en parlant avec Rosemary. Intrigué et légèrement alarmé, François s'habilla rapidement et descendit au jardin. Quand il s'approcha, la conversation cessa brusquement. La vieille femme le regarda avec des yeux petits et perçants, comme si elle pouvait voir à travers son âme. « Monsieur François », dit Rosemary, sa voix empreinte d'une formalité qu'elle n'utilisait pas quand ils étaient seuls. « Voici Madame Benoît, la sage-femme de la région. Elle connaissait ma mère. » La vieille femme fit une révérence respectueuse, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage de François avec une intensité troublante. « Monsieur le... baron, dit-elle, utilisant un titre que François ne possédait plus, mais que les plus âgés utilisaient encore par respect pour la tradition. « C'est un honneur de vous rencontrer, enfin. »« Enfin » François fronça les sourcils. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?»« Non, monsieur. Mais je vous connais à travers les histoires. Votre famille. Votre famille a laissé des marques profondes sur ces terres. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire ces mots qui mit François mal à l'aise. Quel genre de marque? Madame Benoît échangea un regard significatif avec Rosemary avant de répondre. Des marques d'amour, monsieur, et aussi de souffrance. Les deux vont toujours ensemble dans les vieilles familles. Madame Benoît a apporté des herbes médicinales, interrompit Rosemary, essayant clairement de changer le cours de la conversation. Pour le jardin, elle dit que certaines plantes peuvent aider la maison à guérir. Guérir, François répéta de plus en plus confus. La vieille sage-femme sourit, révélant des dents jaunies par le temps. Les vieilles maisons portent des mémoires, monsieur. Les joies et les tristesses s'imprègnent dans les murs, le sol, l'air. Parfois, ces mémoires doivent être apaisées. François sentit un frisson parcourir son échine. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas aux superstitions. »« Vous n'avez pas besoin d'y croire, monsieur, » répondit Madame Benoît, se penchant pour déposer quelques graines dans la terre. « Mais les superstitions croient en vous. » La phrase énigmatique flotta dans l'air comme une menace voilée. François observa la femme terminer son travail dans le jardin, murmurer quelques mots incompréhensibles sur les plantes et finalement faire ses adieux à Rosemary avec une étreinte chaleureuse. « Fais attention, ma fille, » chuchota-t-elle, mais assez fort pour que François entende. « Les morts ne reposent pas toujours en paix, surtout quand il y a des comptes à régler. » Après le départ de Madame Benoît, François se tourna vers Rosemary, qui restait agenouillée près des parterres, les mains souillées de terre, le visage tourné vers le bas. « Rosemary, de quoi parlait-elle ?»« Des choses de vieille femme, » répondit Rosemary sans lever les yeux. « Madame Benoît a aidé ma mère lors de l'accouchement. Elle a de l'affection pour moi. Mais ces choses sur la maison, sur les morts. » Rosemary le regarda enfin, et François vit dans ses yeux une profondeur qui l'effraya. « François, il y a des choses sur cette maison que vous ne savez pas, des choses qu'Hélène a découvertes avant de mourir. » « Quel genre de choses ?»« Venez, » dit Rosemary, se relevant et essuyant ses mains sur son tablier. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Elle le conduisit à travers la maison jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'aile est, une partie de la demeure que François visitait rarement depuis la mort d'Hélène. Rosemary s'arrêta devant une porte dont il ne se souvenait pas avoir remarqué l'existence, ou peut-être n'y avait-il jamais prêté attention. « Cette porte a-t-elle toujours été là ?» demanda François. « Toujours, » répondit Rosemary, sortant une vieille clé de sa poche. « Mais elle était scellée. J'ai trouvé la clé dans la chambre d'Hélène. »« Comment avez-vous »« J'ai cherché, » dit simplement Rosemary, ouvrant la porte. Ce que François vit de l'autre côté lui coupa le souffle. C'était un petit bureau, mais différent de toute pièce qu'il connaissait dans la maison. Les murs étaient couverts de papiers, de dessins, de notes. Un petit secrétaire occupait le centre et sur celui-ci des piles de lettres jaunies par le temps. « Ceci appartenait à Hélène, » dit Rosemary entrant dans la pièce. Son bureau privé, où elle venait quand elle avait besoin de réfléchir, d'enquêter, de découvrir des vérités.
François la suivit, se sentant comme un intrus dans sa propre maison. Hélène ne m'a jamais parlé de cet endroit, parce qu'elle vous protégeait, et protégeait la mémoire de votre famille. Rosemary s'approcha du bureau et prit une liasse de lettres attachées avec un ruban rouge. Ce sont des lettres de votre mère à Hélène, des lettres arrivées après votre mariage. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Non, François. Rosemary le regarda avec des yeux pleins de compassion. Votre mère n'est pas morte, elle a été envoyée au loin. Le monde sembla tourner autour de François. Il s'appuya au bureau, sentant ses jambes faiblir. C'est impossible. J'ai vu l'enterrement. Vous avez vu l'enterrement d'une autre femme. Votre mère a découvert quelque chose sur votre père, quelque chose de terrible, et il l'a fait disparaître. Il a changé son identité, l'a envoyée au loin et a raconté à tous qu'elle était morte. François saisit les lettres des mains de Rosemary, ses yeux parcourant les lignes écrites dans une calligraphie qu'il reconnut avec un choc. C'était vraiment l'écriture de sa mère. « Mon cher François, lut-il d'une voix tremblante, si vous lisez cette lettre, c'est qu'Hélène a décidé qu'il était temps que vous connaissiez la vérité. Pardonnez-moi de vous avoir laissé croire que j'étais morte. Pardonnez-moi de ne pas avoir eu le courage de lutter contre votre père quand il a découvert ce que je savais. » Les mains de François tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le papier. Que savait-elle? Rosemary s'approcha de lui, sa présence offrant un réconfort dont il avait désespérément besoin. « Continuez à lire. » François poursuivit sa lecture, sa voix se brisant à chaque mot. « J'ai découvert que votre père entretenait une relation avec une servante du domaine, une femme nommée Espérance. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il me tuerait. Si j'en parlais à qui que ce soit, j'ai préféré l'exil à la mort, car j'espérais un jour pouvoir revenir vers vous. »« Mon Dieu !» murmura François, se laissant tomber sur une chaise. « Mon père, Votre mère est toujours vivante, François. Elle vit dans une petite ville du sud de la France. Hélène correspondait avec elle, lui envoyait de l'argent, des nouvelles de vous. » François enfouit son visage dans ses mains, sentant comme si toute sa vie avait été un mensonge soigneusement construit. Pourquoi Hélène ne m'a-t-elle jamais rien dit? Parce qu'elle voulait vous protéger et parce que Rosemary hésita, luttant clairement avec une décision intérieure. Parce que quoi, Rosemary? Parce que Hélène a découvert que ce n'était pas la seule chose que votre père cachait. Rosemary se dirigea vers un tiroir du bureau et en sortit une enveloppe scellée. Ceci est le certificat de décès d'Antoine, le véritable. François prit le document d'une main tremblante. À mesure qu'il lisait, sa confusion se transforma en horreur. Ceci indique qu'Antoine est mort, 2 ans après ce qu'on m'a raconté. Oui, il n'est pas mort dans un accident de cheval à 25 ans. Il est mort à 27 ans de tuberculose, dans une pension sordide à Paris. Mais alors, quand Rosemary est née, Antoine était encore vivant. Et selon ses lettres, Rosemary désigna une autre liasse de papier. Il connaissait son existence. Il le savait et a tenté de revenir la chercher. François eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Que lui est-il arrivé? Votre père l'en a empêché. Il l'a menacé de le déshériter complètement, de couper tous les liens familiaux. Antoine était faible, dépendant du jeu et de l'alcool. Il a préféré l'argent de la famille à la responsabilité. Et ma mère savait tout cela? Elle savait tout. C'est pour ça que votre père l'a envoyée au loin. Elle menaçait de révéler tous les secrets de la famille s'il ne reconnaissait pas Rosemary comme sa petite fille légitime. Rosemary s'approcha de François, qui restait prostré sur la chaise. Hélène a découvert tout cela en enquêtant par elle-même. Elle voulait faire justice, voulait ramener votre mère, voulait reconnaître Rosemary comme membre de la famille. Et elle est morte avant d'y parvenir, ou on l'a empêchée d'y parvenir. François releva brusquement la tête. Que voulez-vous dire par là? Rosemary s'éloigna, marchant jusqu'à la fenêtre du petit bureau. Hélène est morte en couche, c'est vrai. Mais les complications n'étaient pas naturelles. Rosemary, vous insinuez. Je dis que Madame Benoît était la sage-femme d'Hélène, et elle m'a raconté des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. François se leva, une fureur, froide s'emparant de lui. Quelle chose? Hélène a été empoisonnée, lentement, durant les derniers mois de sa grossesse, avec une plante qui provoque des contractions prématurées et des complications lors de l'accouchement. Le silence qui suivit fut assourdissant.
François avait l'impression que tout son monde venait d'être renversé. Tout ce en quoi il avait cru, tous les piliers de son existence s'écroulaient un à un. « Qui ?» demanda-t-il, sa voix sortant comme un grondement sourd. Quelqu'un qui avait accès à la nourriture d'Hélène, quelqu'un qui connaissait ses découvertes et voulait la faire taire. François commença à parcourir la petite pièce comme un animal en cage. « Baptiste », dit-il soudainement. Baptiste préparait toujours les repas spéciaux pour Hélène, quand elle était enceinte. « Non », dit doucement Rosemary. « Baptiste est loyal jusqu'à la mort. De plus, il soupçonnait aussi quelque chose. C'est lui qui a demandé à Madame Benoît d'examiner Hélène dans les dernières semaines. Alors qui? Qui d'autre avait accès? La réalisation tomba sur François comme la foudre. Il n'y avait qu'une personne qui avait un accès illimité à la maison, qui connaissait tous les secrets de la famille, qui aurait eu des raisons de vouloir faire taire Hélène. « Docteur Évangéliste », murmura-t-il. Rosemary acquiesça gravement. Le médecin de famille, celui qui soignait Hélène pendant sa grossesse. Docteur Évangéliste était un homme d'une 50aine d'années, médecin de la famille depuis plus de 2 décennies. François l'avait toujours considéré presque comme un oncle, quelqu'un en qui il avait totalement confiance. L'idée qu'il ait pu tuer Hélène était aussi absurde que dévastatrice. Mais pourquoi? Quel motif aurait-il eu? Rosemary s'approcha de lui à nouveau, ses mains touchant délicatement ses bras. Parce que Docteur Évangéliste était l'amant de votre père, depuis de nombreuses années, et il savait que si Hélène révélait tous les secrets de la famille, il serait également ruiné. François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mon père était... Votre père entretenait des relations avec des hommes et des femmes. Docteur Évangéliste était son partenaire le plus constant. Ils se sont connus jeunes et la relation a continué même après le mariage de votre père. François se laissa tomber à nouveau sur la chaise, complètement écrasé par le poids des révélations. Sa famille, sa vie, tout n'avait été qu'une farce soigneusement orchestrée. Son père avait été un tyran qui avait détruit la vie de tous ceux qui l'entouraient. Sa mère avait été exilée. Son épouse avait été assassinée. Et il avait vécu toutes ces années sans rien soupçonner. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce qu'Hélène a laissé toutes les preuves ici. Elle documentait tout, se préparant à confronter votre père après la naissance du bébé. » Rosemary désigna une pile de papiers sur la table. Lettres, certificats, témoignages. Elle avait tout pour révéler la vérité. Et Docteur Évangéliste l'a découvert. Il l'a découvert et a agi. Hélène était trop intelligente, trop déterminée. Il savait qu'elle n'abandonnerait pas. François enfouit son visage dans ses mains, sentant des larmes qu'il n'avait pas versées depuis 3 ans couler entre ses doigts. Il pleurait pour l'épouse assassinée, pour la mère exilée, pour le frère lâche, pour le père monstrueux. Il pleurait pour toutes les années perdues dans un deuil, pour une mort qui n'avait pas été naturelle, pour une vie construite sur des mensonges. Il sentit les bras de Rosemary l'envelopper, son corps chaud pressé contre le sien, ses mains caressant ses cheveux avec une tendresse qu'il ne méritait pas. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» murmura-t-il contre son épaule. « Parce que vous avez le droit de connaître la vérité. Et parce que... » Rosemary hésita, et quand elle continua, sa voix était chargée d'émotion. « Parce que j'ai besoin que vous compreniez qui je suis réellement et pourquoi je suis ici. » François s'écarta légèrement pour la regarder. « Il y a davantage ?» Rosemary acquiesça, ses yeux brillants de larmes non versées. « Hélène n'est pas morte uniquement parce qu'elle avait découvert les secrets de votre famille. Elle est morte parce qu'elle essayait de me protéger. » « Vous protéger ?» Avant de mourir, Hélène a écrit un testament. Un testament qui reconnaissait ma légitimité en tant que fille d'Antoine et me laissait une part de l'héritage familial. Rosemary sortit un document plié de l'intérieur de sa robe. Docteur Évangéliste le savait. Il savait que si Hélène vivait pour signer officiellement ce testament, j'aurais des droits légaux sur cette propriété. François prit le document et l'examina. C'était bien un testament, écrit de la main même d'Hélène, reconnaissant Rosemary comme fille naturelle d'Antoine de Montclair et lui accordant des droits sur un tiers du domaine des Rosiers. Mais ce testament n'a jamais été enregistré, observa François. Non, Hélène est morte avant de pouvoir le faire, mais... Rosemary sourit tristement. « Madame,
Benoît était présente quand Hélène l'a écrit. Et selon les lois, un testament a valeur même sans enregistrement officiel, s'il y a des témoins. François comprit l'énormité de la situation. Rosemary n'était pas seulement sa nièce. Illégitime, elle était légalement copropriétaire du domaine. Elle avait des droits dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « Vous êtes ici pour réclamer votre héritage. »« Non, » dit Rosemary, le surprenant. « Je suis ici parce que cet endroit a toujours été ma maison, même si je n'y ai jamais vécu. Je suis ici parce qu'Hélène voulait que j'y sois, et je suis ici parce que... » Elle hésita, rougit légèrement, « parce que je suis tombée amoureuse de l'homme qu'elle a aimé. » La confession tomba entre eux comme une bombe. François la regarda fixement, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation, mais ne trouvant qu'une honnêteté brute et de la vulnérabilité. « Rosemary, je sais que c'est mal, » continua-t-elle rapidement. « Je sais que je suis votre nièce. Je sais que vous aimez toujours Hélène. Je sais que notre situation est impossible. Mais je ne peux nier ce que je ressens. » François se leva, s'approchant. « C'est d'elle à pas lents. Et que ressentez-vous? Je sens que vous êtes la moitié de moi qui a toujours manqué. Je sens que chaque moment que je passe loin de vous est un moment gaspillé. Je sens que... » Sa voix se brisa légèrement. « Je sens que Hélène nous a réunis pour une raison. » François s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps, le parfum de rose dans ses cheveux. « Rosemary, vous êtes très jeune. Vous avez traversé des traumatismes terribles. Peut-être confondez-vous de la gratitude avec... Non. » Elle l'interrompit, posant ses mains sur sa poitrine. « N'insultez pas mon intelligence en me traitant comme une enfant naïve. Je sais exactement ce que je ressens pour vous. » François couvrit ses mains des siennes, sentant son cœur s'accélérer sous les paumes délicates. « Et je sais ce que je ressens pour vous. C'est exactement ce qui me terrifie. Pourquoi? Parce que c'est mal. Parce que vous êtes ma nièce. Parce que Hélène... Hélène est morte, François. » Les mots de Rosemary étaient doux, mais implacables. Et les vivants ne peuvent pas se sacrifier éternellement pour les morts. François ferma les yeux, luttant contre le désir qui grandissait dans sa poitrine comme une tempête. Quand il les rouvrit, il trouva Rosemary l'observant avec une intensité qui le fit trembler. « Si je vous embrasse maintenant, » dit-il, la voix rauque, « il n'y aura pas de retour possible. Je ne veux pas qu'il y ait de retour. » François se pencha lentement, lui donnant le temps de s'écarter, de changer d'avis, de les sauver de franchir une ligne qui ne pourrait être effacée. Mais Rosemary ne s'écarta pas. Au lieu de cela, elle se dressa sur la pointe des pieds, ferma les yeux et rencontra ses lèvres à mi-chemin. Le baiser fut tout ce que François avait craint et désiré. C'était la faim et la tendresse, le désespoir et l'espoir, le péché et la rédemption, tout mêlé dans une explosion de sensations qui lui fit oublier le reste du monde. Rosemary se fondit dans ses bras, son corps se moulant au sien avec une perfection qui semblait destinée par les dieux. Quand ils se séparèrent, enfin tous deux étaient haletants. François appuya son front contre le sien, luttant pour reprendre le contrôle. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-il. « Commencez à vivre » répondit Rosemary, ses lèvres se courbant en un sourire qui mêlait satisfaction et promesse. Mais le moment d'intimité fut interrompu par le bruit de pas lourds dans le couloir principal de la maison. François et Rosemary se séparèrent brusquement, et il reconnut immédiatement le son des bottes de Baptiste qui couraient. « Monsieur François !» La voix du domestique résonna dans la maison, chargée d'urgence et de peur. « Monsieur François, venez vite !» François et Rosemary se précipitèrent hors du petit bureau, trouvant Baptiste dans le hall principal, le visage pâle de terreur. « Que s'est-il passé ?» demanda François. « C'est le docteur évangéliste, monsieur. Il est ici. Et il n'est pas seul. » François sentit son sang se glacer dans ses veines. « Que voulez-vous dire ? Il a amené des hommes armés, monsieur, et il exige de parler à mademoiselle Rosemary. Il dit qu'elle a volé quelque chose qui lui appartient. » Rosemary agrippa le bras de François, ses doigts s'enfonçant dans la manche de sa chemise. « Il sait, » murmura-t-elle. « Il sait que nous avons découvert la vérité. » François la regarda, puis Baptiste, et comprit finalement que le passé les avait rattrapés. Docteur évangéliste, l'homme qui avait assassiné Hélène pour protéger les secrets de la famille, était revenu pour faire taire les derniers témoins de ces crimes.
Où sont-ils ? Demanda François, sa voix prenant une froideur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sur la terrasse avant, monsieur. Le docteur dit qu'il ne partira pas sans parler à la demoiselle. François se tourna vers Rosemary, voyant dans ses yeux la même peur qu'il ressentait, mais aussi une détermination féroce qui le rendit fier d'elle. « Affrontons-le ensemble, dit-il, prenant sa main. « Ensemble, acquiesça Rosemary, entrelaçant ses doigts aux siens. Tandis qu'il marchait vers la porte principale, François savait qu'il s'apprêtait à affronter non seulement Docteur Évangéliste, mais tout le passé sombre de sa famille, les mensonges, les assassinats, les secrets enterrés, tout allait émerger lors de cette confrontation. Mais pour la première fois en 3 ans, François n'affrontait pas ses démons seul. Il avait Rosemary à ses côtés, et ensemble, ils découvriraient si l'amour né entre eux serait assez fort pour survivre aux tempêtes qui approchaient. L'après-midi ensoleillé de Provence était sur le point de se transformer en la nuit la plus dangereuse de leur vie. François et Rosemary marchèrent main dans la main à travers le couloir principal du domaine des Rosiers, leurs pas résonnant sur le parquet de chêne comme un tambour de guerre. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait par les hautes fenêtres, créant de longues ombres qui dansaient sur les murs comme des esprits inquiets. L'air était chargé d'une tension électrique, comme si la maison elle-même pressentait que le moment final de règlement de compte était arrivé. Baptiste les suivait à quelques pas de distance, ses mains tremblantes tenant un vieux fusil de chasse que François n'avait pas vu depuis des années. Le fidèle domestique, qui avait été témoin de décennies de secrets et de mensonges, se préparait maintenant pour une bataille qui pourrait définir le destin de tous. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte principale, François sentit Rosemary serrer sa main plus fort. Il la regarda, voyant dans ses yeux sombres non seulement de la peur, mais aussi une détermination féroce qui le rendit à la fois fier et terrifié. À 19 ans, Rosemary avait affronté plus d'adversités que beaucoup de personnes n'en affronteraient dans toute une vie, et pourtant, elle conservait une dignité inébranlable. « Souvenez-vous, » murmura Françoise à son oreille. « Quoi ? Qu'ils disent ? Ne croyez rien. Docteur Évangéliste est un menteur et un assassin. »« Et vous, souvenez-vous » répondit Rosemary en se tournant pour le regarder. « Qu'Hélène nous a réunis. Elle savait que ce moment viendrait et nous a donné les armes pour l'affronter. » François acquiesça, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Docteur Évangéliste se tenait debout sur la terrasse, exactement comme François s'en souvenait. Un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants bien coiffés, de petites lunettes cachant des yeux intelligents et froids. Il portait un costume sombre impeccable, comme toujours, et tenait sa traditionnelle mallette médicale en cuir. Mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. Une tension dans ses épaules, un pincement de ses lèvres qui révélait qu'il n'était pas là pour une visite sociale. À côté de lui, 2 hommes à l'apparence rude tenaient des fusils. François les reconnut comme des contremaîtres de domaines voisins, des hommes connus pour résoudre des problèmes par la violence quand c'était nécessaire. Leurs visages brutaux ne montraient aucune hésitation à utiliser leurs armes si besoin. « François, » dit Docteur Évangéliste, ôtant son chapeau dans une révérence qui ressemblait plus à une moquerie qu'à un geste de respect. « Quel plaisir de vous revoir après si longtemps. »« Docteur, » répondit François, sa voix glaciale comme le vent qui descendait des montagnes, « à quoi dois-je cette visite inattendue ?» Docteur Évangéliste sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Eh bien, j'ai reçu des informations préoccupantes concernant certaines irrégularités se produisant dans votre propriété. J'ai décidé de venir personnellement vérifier la véracité de ces informations. » « Quel genre d'irrégularité ?» Le médecin tourna son regard vers Rosemary et François sentit un frisson parcourir son échine en voyant la froideur meurtrière dans ce regard. « J'ai entendu dire que vous avez acquis une nouvelle domestique, une jeune fille d'origine douteuse. » Docteur Évangéliste prononça le mot comme s'il s'agissait de quelque chose de sale. « J'imagine que vous ne savez pas exactement à qui vous avez affaire. »« Je sais exactement qui est Rosemary, » répondit François, faisant un pas en avant pour se positionner légèrement devant elle. « Et je sais aussi qu'elle a autant le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre nous. »« Vraiment, Docteur Évangéliste ?»«
Un son désagréable qui fit dresser les cheveux de François. « Et quel droit serait-ce exactement ?» Ce fut Rosemary qui répondit, sa voix claire et provocante, coupant l'air comme une lame, affûtée. « Les droits d'une fille d'Antoine de Montclair, les droits établis dans le testament qu'Hélène a écrit avant sa mort, les droits que vous avez empêché de reconnaître en assassinant Hélène. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Docteur Évangéliste resta immobile quelques secondes, comme s'il avait été frappé par la foudre, puis lentement, son visage se tordit en une expression de fureur contrôlée. « Je vois que la demoiselle a une imagination fertile, dit-il, sa voix gardant un calme artificiel. Dommage qu'elle soit aussi une menteuse et une escroc. La seule personne ici avec du sang sur les mains, c'est vous, répliqua Rosemary, ne reculant pas d'un centimètre. Hélène a découvert tous vos secrets, n'est-ce pas? Elle a découvert votre relation avec le père de François. Elle a découvert comment vous avez aidé à dissimuler les crimes de la famille. Elle a découvert quel genre d'homme vous êtes vraiment. » Le docteur Évangéliste fit un signe presque imperceptible aux deux hommes armés qui firent un pas en avant. « Attention à vos paroles, jeune fille. Des accusations sans fondement peuvent avoir de graves conséquences. »« Elles ne sont pas sans fondement, » dit François sortant de l'intérieur de sa veste les documents que Rosemary lui avait montrés. « Nous avons toutes les preuves, les lettres, les témoignages, le testament. Nous savons tout. » Le visage de docteur Évangéliste pâlit légèrement, mais il retrouva rapidement sa contenance. De vieux papiers ne prouvent rien. Et même s'ils prouvèrent quelque chose, il fit un autre signe, et les sbires levèrent leurs armes. Les morts. Ne parle pas. C'est alors que Baptiste sortit de derrière François, le fusil fermement pointé vers docteur Évangéliste. « N'y pensez même pas, docteur. Cette maison a vu assez de sang. » Docteur Évangéliste rit à nouveau. « Baptiste, pensez-vous vraiment qu'un vieux fusil contre 2 carabines soit un bon pari? »« Peut-être pas, » dit une voix féminine venant de la direction du jardin. « Mais 15 hommes armés contre 2, c'est bien mieux. » Tous se tournèrent vers la voix, et François sentit une vague de soulagement en voyant Madame Benoît émerger des ombres, suivie par un groupe d'hommes de la région, fermiers, commerçants, et même le commissaire du village voisin. Tous armés, tous avec des expressions déterminées. « Madame Benoît, » dit docteur Évangéliste, sa confiance visiblement ébranlée. « Que signifie tout ceci? » « Cela signifie que vous n'êtes pas le seul à avoir des amis, docteur, » répondit la vieille sage-femme, s'approchant du groupe sur la terrasse. « Cela signifie que j'attends ce moment depuis longtemps. » « Quel moment? » « Le moment de rendre justice à Hélène de Montclair. » Madame Benoît marcha jusqu'à se retrouver face à face avec docteur Évangéliste, ses petits yeux brillants d'une fureur contenue depuis des années. « Vous pensiez que je ne savais pas, que je n'avais pas reconnu les symptômes de l'empoisonnement, que je n'avais pas gardé des échantillons de ce que vous lui donniez ?» Docteur Évangéliste recula légèrement. « Vous délirez, vieille femme. Je suis plus lucide que je ne l'ai jamais été. » Madame Benoît sortit un petit flacon de ses vêtements. « Reconnaissez-vous ceci? C'est de l'extrait de feuilles d'absinthe mélangé avec du mercure. La même substance que j'ai trouvée dans le sang d'Hélène à sa mort. Cela ne prouve pas. Cela prouve que vous l'avez empoisonnée lentement pendant des mois, provoquant les contractions prématurées qui l'ont tuée, elle et le bébé. » Madame Benoît se tourna vers le commissaire. « Monsieur Afragno, je crois que c'est une preuve suffisante pour une arrestation. » Le commissaire, un homme corpulent à la moustache grisonnante, fit un pas en avant. « Docteur Évangéliste, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Hélène de Montclair. » Docteur Évangéliste regarda autour de lui, se voyant encerclé par des hommes armés et hostiles. Ces 2 sbires avaient déjà baissé leurs armes, clairement peu disposés à affronter une foule pour de l'argent. « Vous n'avez pas assez de preuves, » dit-il, mais sa voix avait perdu toute arrogance. C'est la parole d'une sage-femme âgée, contre celle d'un médecin respecté. « Pas seulement ma parole, » dit Madame Benoît. « Rosemary, montrez-leur. » Rosemary s'avança et sortit de sa robe une enveloppe scellée. « Voici une lettre qu'Hélène m'a écrite peu avant de mourir. Une lettre où elle détaille ses soupçons à votre égard, docteur. Une lettre où elle décrit les symptômes qu'elle ressentait et sa certitude d'être empoisonnée. » Docteur Évangéliste tenta de saisir la lettre, mais François l'en empêcha retenant son bras avec force. « Comment Hélène a-t-elle pu vous écrire une lettre si vous ne vous êtes jamais rencontrés ?» demanda docteur Évangéliste, essayant de trouver une faille dans l'histoire. «
Parce qu'Hélène savait que j'existais, répondit Rosemary, sa voix chargée d'émotion. Parce qu'elle avait prévu de me chercher après la naissance du bébé. Parce qu'elle voulait rendre justice, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes que votre famille avait blessées au fil des ans. François observa Rosemary, parler et sentit une vague d'admiration pour son courage. Même face à l'homme qui avait assassiné la femme, qui avait tenté de la protéger, Rosemary gardait sa dignité et sa détermination. « Docteur, » dit le commissaire, s'approchant avec des menottes, « veuillez tendre vos mains. » C'est à ce moment que Docteur Évangéliste joua son dernier coup désespéré. Avec une vitesse surprenante pour un homme de son âge, il se jeta vers Rosemary, sortant un petit poignard de sa mallette médicale. « Si je tombe, j'emporte avec moi la bâtarde qui a tout causé, » cria-t-il, levant la lame. Mais François fut plus rapide. Il se jeta devant Rosemary, recevant le coup qui lui était destiné. La lame pénétra dans son épaule, le faisant rugir de douleur, mais ne l'empêcha pas d'attraper Docteur Évangéliste par le cou. « Vous ne la toucherez pas, » gronda François, sa force physique écrasant facilement la résistance du médecin. Le poignard tomba sur le sol de la terrasse, et immédiatement plusieurs hommes se jetèrent sur Docteur Évangéliste, le maîtrisant complètement. Rosemary s'agenouilla à côté de François, ses mains pressant la blessure à son épaule pour arrêter le saignement. « François, pourquoi avez-vous fait cela ?» murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Parce que je ne veux pas... »« Vous perdre aussi ?» répondit-il, sa voix faible mais déterminée. « Pas après tout ce que nous avons découvert, pas après vous avoir enfin trouvé. » Madame Benoît s'approcha, examinant la blessure d'un œil expert. « Ce n'est pas grave. La lame est passée loin de tout organe vital. Il s'en remettra. » Pendant que Docteur Évangéliste était menotté et emmené vers une charrette qui le transporterait à la prison de la ville, Rosemary aida François à se relever. Il était pâle à cause de la perte de sang, mais ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas eue depuis 3 ans. « C'est fini, » dit-il, regardant Rosemary. « C'est enfin fini. »« Non, » répondit Rosemary, souriant à travers ses larmes. « Maintenant, cela commence. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Docteur Évangéliste s'écoulèrent dans une atmosphère de renouveau et d'espoir. François se remettait rapidement de sa blessure, aidé par les soins attentifs de Rosemary et les tisanes médicinales de Madame Benoît. Mais plus importante que la guérison physique était la guérison émotionnelle que tous deux vivaient. La vérité enfin révélée. François avait l'impression qu'un poids immense avait été retiré de ses épaules. La culpabilité qu'il avait portée pour la mort d'Hélène s'était transformée en une douleur propre, un regret qui ne le paralysait. Plus, pour la première fois en 3 ans, il pouvait penser à son épouse avec amour et gratitude, au lieu de simplement souffrance. Rosemary changeait aussi. La dureté défensive qu'elle avait toujours portée s'adoucissait, révélant la femme douce et aimante qui existait sous l'armure forgée par l'adversité. Elle prenait soin de François avec une tendresse qui lui rappelait les meilleures qualités d'Hélène, mais avec une passion ardente qui n'appartenait qu'à elle. C'était un après-midi particulièrement chaud quand arrivèrent les nouvelles qui changeraient tout définitivement. Un messager apporta une lettre officielle du notaire de la capitale informant que le testament d'Hélène avait été officiellement reconnu, faisant de Rosemary la copropriétaire légale du domaine des Rosiers. La moitié du domaine était... « À vous, » dit François, lui remettant les documents. « Hélène a réussi. Même après sa mort, elle a réussi à faire justice. » Rosemary regarda les papiers avec une expression complexe, mêlant joie, tristesse et quelque chose que François ne put identifier. « Je ne veux pas la moitié du domaine, François. »« Comment cela ? Je veux tout ou rien. » Rosemary le regarda avec ses yeux sombres qui lui étaient devenus si précieux. « Je veux être votre épouse, votre partenaire en tout. Ou je veux partir et ne jamais revenir. » François eut l'impression que son cœur allait exploser dans sa poitrine. « Rosemary, vous savez que je sais que vous m'aimez, et vous savez que je vous aime. » Rosemary s'approcha de lui, posant ses mains sur sa poitrine. « La question est, avez-vous le courage d'assumer cet amour publiquement? Avez-vous le courage de m'épouser, malgré tout ce que les gens diront ?» François la regarda, jeune, belle, courageuse, avec le sang de sa famille coulant dans ses veines et du feu dans son âme. Il pensa à Hélène, et pour la première fois depuis sa mort, il put imaginer ce qu'elle dirait si elle était là.
Il sourit en réalisant qu'il connaissait la réponse. « Hélène m'aimait trop pour vouloir que je meure avec elle, dit-il, faisant écho aux paroles que Rosemary avait prononcées quelques jours plus tôt. Elle vous a amené à moi pour que je puisse recommencer à vivre. Est-ce un oui? C'est une promesse. » François prit les mains de Rosemary entre les siennes. « Rosemary de Montclair, acceptez-vous de m'épouser ?» Les larmes que Rosemary avait contenues depuis si longtemps coulèrent enfin librement sur son visage. « J'accepte, François. J'accepte de tout mon cœur. » Ils s'embrassèrent là, dans la bibliothèque qu'ils avaient restaurée ensemble, entourés des livres qui racontaient l'histoire de générations de Montclair. C'était un baiser différent du premier, non pas chargé de désespoir et de culpabilité, mais d'espoir et de promesses d'avenir. Mais le destin avait encore une dernière surprise en réserve pour eux. Ce soir-là, alors que François et Rosemary planifièrent leur mariage dans le salon, Baptiste se précipita dans la maison, le visage déformé par la terreur. « Monsieur François, le feu! L'aile était en feu !» François et Rosemary coururent dehors et virent les flammes orange-rouge lécher les fenêtres de ce qui avait été la chambre d'Hélène. Le feu se propageait rapidement, alimenté par le bois sec et les vieux meubles. « Comment cela a-t-il... » « Commencez !» cria François par-dessus le rugissement des flammes. « Je ne sais pas, monsieur. C'est apparu de nulle part. » François regarda les flammes et prit une décision qui surprit tout le monde. « Laissez brûler, dit-il. »« Comment ?» Rosemary le regarda avec incrédulité. « François, c'est notre maison. »« Non, » répondit-il, observant les flammes consumées. « L'aile où Hélène était morte, où tant de souvenirs douloureux résidaient. C'est la maison du passé, nous en construirons une nouvelle. » Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner complètement, Rosemary pointa vers l'une des fenêtres de l'étage supérieur. « François, regardez. » À la fenêtre de l'ancienne chambre d'Hélène, une silhouette féminine semblait se tenir debout, les observant. Pendant un moment impossible, François fut certain de voir Hélène faisant enfin ses adieux. « Vous la voyez » murmura-t-il. « Je la vois » répondit Rosemary, ses paroles à peine audibles par-dessus le bruit du feu. Et elle sourit. L'apparition ne dura que quelques secondes avant de disparaître, mais François eut l'impression qu'un poids final avait été retiré de son âme. Hélène était enfin en paix, et il était enfin libre de vivre. Le feu consuma complètement l'aile est de la maison, mais épargna le reste de la construction. Quand les flammes s'éteignirent enfin, François et Rosemary marchèrent parmi les décombres fumants. C'est alors que Rosemary trouva, parmi les débris de la cheminée de la chambre d'Hélène, protégée par une boîte en métal qui avait résisté au feu, se trouvait une lettre. Le papier était jauni et les bords légèrement brûlés, mais les mots restaient lisibles. « C'est l'écriture d'Hélène », dit François, reconnaissant immédiatement l'écriture élégante de son épouse. Rosemary déplia soigneusement la lettre et commença à lire à haute voix. « Mon cher François, si vous lisez cette lettre, c'est que le moment que j'ai toujours craint et toujours attendu est arrivé. Je sais que je vais mourir en couches. Les signes sont tous là, et mon cœur me dit que je ne verrai pas l'aube après la naissance de notre enfant. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'était un abandon ou un hasard. Il y a tant de choses que je dois vous dire, tant de choses que j'ai découvertes sur notre famille, sur les secrets qui nous entourent. Mais par-dessus tout, je dois vous parler de Rosemary. Oui, mon amour, je sais à son sujet. Je sais qu'elle est la fille d'Antoine. Je sais qu'elle a droit au nom de la famille. Je sais qu'un jour elle viendra réclamer ce qui lui revient de droit. Et quand elle viendra, je veux que vous l'accueilliez non comme une intruse, mais comme une famille. Plus que cela, je veux que vous lui permettiez de guérir votre cœur comme je ne pourrais le faire. Ne vous sentez pas coupable de l'aimer, François. L'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il se multiplie. Je vous aime assez pour vouloir que vous soyez heureux, même si c'est dans les bras d'une autre femme. Rosemary porte le meilleur de notre famille dans ses veines, le courage d'Antoine sans sa faiblesse, la détermination des Montclair sans leur cruauté. Elle sera le salut de cette maison, de cette lignée, de cette terre que nous avons toujours aimée. Épousez-la, François. Aimez-la comme elle mérite d'être aimée. Construisez une vie nouvelle sur les cendres du passé. Et quand vous aurez des enfants, parlez-leur de moi, non pas comme l'épouse morte qui vous hantait, mais comme la femme qui vous a réunis parce qu'elle croyait au pouvoir rédempteur de l'amour. Ma bénédiction est sur vous deux. Soyez heureux. Avec tout mon
Amour éternel, Hélène. Le silence qui, suivi, fut sacré. François et Rosemary se regardèrent, voyant dans les larmes de l'autre le reflet de leurs propres émotions. La lettre d'Hélène n'était pas seulement un adieu, c'était une bénédiction, une libération, un pont entre le passé et l'avenir. « Elle savait », murmura François. « Elle a toujours su. Et elle nous a donné sa bénédiction », compléta Rosemary, pliant soigneusement la lettre. « Maintenant, nous pouvons vraiment recommencer. » 3 mois plus tard, par un matin ensoleillé de septembre, François-Auguste de Montclerc épousa Rosemary de Montclerc dans la petite église de Saint-Benoît. La cérémonie fut simple, mais profondément émouvante, avec toute la communauté locale présente pour témoigner de l'union de 2 cœurs qui avaient retrouvé la guérison l'un dans l'autre. Rosemary était resplendissante dans une robe de dentelle blanche qui avait appartenu à la grand-mère de François, modifiée par ses mains habiles. François, complètement remis de sa blessure, rayonnait d'un bonheur que personne ne lui avait vu depuis des années. Madame Benoît fut la marraine, Baptiste le parrain. Docteur Évangéliste était en prison, attendant son procès pour meurtre. Les dettes du domaine avaient été réglées avec la vente de terres moins productives et des plans étaient établis pour reconstruire la propriété de façon plus moderne et efficace. Mais le moment le plus émouvant de la cérémonie fut quand François sortit de l'intérieur de sa veste une lettre supplémentaire. Une lettre arrivée la semaine précédente, venant du sud de la France. « Rosemary, dit-il, lui remettant l'enveloppe. « Il y a quelqu'un qui veut vous connaître. » Rosemary ouvrit la lettre d'une main tremblante et lut les premières lignes à haute voix pour que tous entendent. « Ma chère petite fille Rosemary, je suis Charlotte de Montclerc, la grand-mère que vous n'avez jamais connue, mais qui a toujours été dans mon cœur. François m'a écrit pour me parler de vous, de votre courage, de votre amour. Je suis vieille et faible, mais pas trop vieille pour connaître la petite fille que j'ai toujours voulu avoir. » Les larmes coulèrent librement sur le visage de Rosemary, tandis qu'elle continuait à lire. La grand-mère de François, sa grand-mère à elle aussi, était vivante et voulait la connaître. Elle voulait faire partie de sa vie, bénir son mariage, avoir enfin une famille à nouveau. « Elle viendra pour les vendanges », dit François embrassant Rosemary. « Notre famille est enfin complète. » 2 ans plus tard, au printemps 1890, Rosemary donna naissance au premier enfant du nouveau mariage, un garçon fort et en bonne santé qui reçut le nom d'Antoine-Hélène de Montclerc, honorant à la fois le père biologique de Rosemary et la femme qui avait rendu possible son union avec François. Le domaine des Rosiers avait été reconstruit, plus grand et plus beau qu'avant. À la place de l'aile et détruite par le feu, s'élevait maintenant un nouveau jardin, où des roses de toutes les couleurs fleurissaient sous les soins attentifs de Rosemary. Au centre du jardin, un petit monument de marbre portait une inscription, simple, « Hélène, qui aima tant qu'elle donna sa vie pour que d'autres puissent vivre. » Charlotte était arrivée comme promis, une dame âgée mais vigoureuse qui apporta avec elle des décennies d'histoire familiale et une sagesse qui aida François et Rosemary à comprendre pleinement leur lignée. La présence de la matriarche apporta dignité et continuité à la famille qui avait été au bord de l'extinction. Les après-midi au domaine étaient maintenant remplis de rires d'enfants, de conversations familiales sur la terrasse, du son, de Rosemary chantant en s'occupant de son jardin. François avait recommencé à sourire, à rêver, à planifier l'avenir. Les ombres du passé n'avaient pas complètement disparu, mais elles ne dominaient plus son existence. Un soir, 5 ans après leur mariage, François et Rosemary se promenaient dans le jardin sous la lumière de la pleine lune. Rosemary était à nouveau enceinte et François posait ses mains sur son ventre, sentant les mouvements du bébé qui naîtrait dans quelques mois. « Pensez-vous qu'Hélène approuverait ?» demanda François, regardant le monument au centre du jardin. « J'en suis certaine, » répondit Rosemary, couvrant ses mains des siennes. « Elle nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour être heureux. » Même les obstacles. Surtout, ça les obstacles. Rosemary se tourna dans ses bras, ses yeux brillants à la lumière de la lune. Si nous n'avions pas affronté l'obscurité ensemble, comment saurions-nous apprécier la lumière? François embrassa son épouse, car Rosemary était vraiment son épouse maintenant, dans tous les sens du terme,
et sut qu'ils avaient accompli quelque chose de rare et précieux. Ils avaient transformé la tragédie en triomphe, la souffrance en sagesse, la mort en vie nouvelle. Le domaine des Rosiers continuerait d'exister pour les générations futures, mais non plus comme un mausolée de souvenirs douloureux. Ce serait un foyer où l'amour grandirait comme les roses dans le jardin, fort, beau et éternel. Et dans les nuits tranquilles, quand le vent murmurait parmi les fleurs, les habitants du domaine juraient parfois entendre une voix féminine fredonner doucement, non pas en lamentation, mais en joie, bénissant la famille qu'elle avait aidé à créer et à protéger. Hélène avait enfin trouvé la paix. Et François et Rosemary avaient trouvé un amour qui transcendait toutes les barrières du passé, construisant un avenir sur les cendres de leur douleur, plus fort et plus beau qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer seuls. Le domaine des Rosiers avait renaquis, et avec lui l'espoir que l'amour véritable peut surmonter même les ombres les plus profondes du cœur humain.